Merci Jean-Pierre de vous prêter ce petit jeu de la Web TV de l'université. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'impact du manga? Quel impact a eu le manga quand il s'est installé, notamment aux États-Unis? Alors, il a commencé à quitter le Japon, si je peux dire. Enfin, le premier pays dans lequel le manga s'est installé, c'est les États-Unis. C'est-à-dire, alors, si on a une vision. Avant la France. Avant la France, oui, D'accord. clairement. Si on a, ça fonctionne aussi avec le premier mouvement. Alors, c'est un peu plus tard, mais le premier mouvement de l'arrivée du Japon comme force économique aux États-Unis, sur les marques de voitures, sur les copieurs, les choses de ce genre. Le manga est arrivé en même temps, peut-être un peu dans les soutes, mais il était là. Et ça démarre dans les années 80, fin des années 80. Il y a une phase d'installation d'un certain nombre de séries, de labels, de maisons, qui sont souvent des filiales de maisons américaines, qui vont travailler avec des maisons américaines, mais qui ne sont pas des maisons de bande dessinée, sauf exception, et qui vont s'installer. Et le marché se développe dans les années 2000. Ce qui est intéressant, c'est que le manga s'installe alors que par ailleurs, le marché du comic books aux États-Unis a Un petit déclin. un petit. Enfin, moi, je pense que c'est un phénomène d'érosion sur le long terme qui a à voir, me semble-t-il, avec le changement des modes de vie aux États-Unis, l'arrivée justement de tout ce qui est numérique, tous les nouveaux moyens d'expression de communication numérique et des changements d'habitude de lecture et des pertes aussi de repères sans doute d'une génération à l'autre. Et donc le manga arrive dans ce phénomène-là, dans ce moment-là, et crée un phénomène qui est intéressant dans le sens où il ne touche pas, encore une fois, sauf exception, mais elles sont très limitées, les maisons traditionnelles de production de comics aux États-Unis, c'est-à-dire DC, Marvel, etc., etc. Il y a Dark Horse, qui est un label connu, mais ce n'est pas le plus gros. Et puis, ça touche surtout un public qui n'est pas le public lecteur. Alors, le truc habituel de comics, le trait le plus saillant et qui est le plus intéressant, c'est que ça touche les jeunes filles. 23 ans en moyenne. C'est l'âge médian, Ouais. mais c'est les jeunes filles et les femmes. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle maintenant le shoujo, etc. Ça va être une des grandes conquêtes du manga aux États-Unis. Et alors on a l'impression qu'aux États-Unis, il y a eu une autre démarche par rapport à la France, parce qu'on est toujours dans une comparaison forcément de l'implantation là-bas. La première démarche là-bas, c'est plus par les milieux artistiques que le manga s'est installé, alors qu'ici on a l'impression que c'est immédiatement la démarche très commerciale, puis après la démarche un peu plus underground qui a fait découvrir. Alors, si on veut, je ne sais pas si Agnès en a parlé, parce que moi j'étais occupé au téléphone à ce moment-là, mais il ne faut pas oublier qu'en France, la première reconnaissance du manga, elle a été faite par un japonais qui vient en Suisse, qui s'appelait Atos Takemoto, qui avait sorti une revue qui s'appelait Le Cri qui tue, dans lequel il avait publié Golgo 13, un certain nombre d'épisodes de choses qui sont considérées comme des classiques à l'époque, et qui s'adressaient à un public d'amateurs de bande dessinée, de connaisseurs. Moi, c'est comme ça que j'ai pris mon premier contact à l'époque. Et donc, c'est un phénomène, alors c'est très particulier, parce que ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été extrêmement important. Moi, c'est là qu'on a découvert Tatsumi, c'est là qu'on a découvert des auteurs comme ça, qui ont fait carrière, et qu'on est en train de redécouvrir à l'époque. Donc là, il y a une espèce de saut de 20, 25, presque 30 ans, oui 30 ans, entre le moment d'Atos Takemoto et du Cri qui tue en Europe, parce que c'était la France, la Suisse, la Belgique, et les États-Unis, avec effectivement la publication de Spiegelman qui a publié Tsuge dans Raw, et les publications de Nakazawa et des choses, I Saw It qui est devenu après Gen Hiroshima. Quand vous parlez des États-Unis, finalement, on parle donc du monde anglo-saxon, mais on oublie l'Angleterre, on oublie l'Australie. Pourquoi? Parce que je pense que par rapport à la force économique que représentent les États-Unis, la bande dessinée anglaise existe. C'est un peu comme le cinéma anglais, ça existe, mais c'est une telle. Les deux des grands auteurs de la bande dessinée américaine, que sont Alan Moore et Dave Gibbons, qui ont fait les Watchmen, ils sont anglais, tout simplement. Et il y a beaucoup d'auteurs qui existent aussi, des Australiens. Et qui existe là-bas. Voilà, il y a certains qui viennent, mais c'est vrai aussi pour les acteurs, après tout. Donc il y a une circulation, mais la force du marché, la force économique du marché américain fait, et puis la puissance de feu, d'une certaine façon, fait que ces marchés anglais ou australiens ou néo-zélandais existent quand même beaucoup moins par rapport à ça, il me semble. Toute dernière question avant de vous libérer. En 2005, dans son rapport, Gilles Ratier, son rapport annuel, Gilles Ratier parlait de mangalisation. Lui, je pense qu'il voyait aucun aspect très péjoratif.
Beaucoup à l'époque se sont très émus, se sont particulièrement émus, il y a eu énormément de polémiques autour du manga. Mais finalement, est-ce que le manga, ce n'est pas au-delà juste du livre, au-delà juste de l'écrit, au-delà même de l'animé, est-ce que ce n'est pas juste une nouvelle culture monde, un nouvel esprit mondial? C'est ce que je pense. C'est-à-dire de la même façon qu'il y avait une culture commune à une génération dans les années 60-70, on va dire autour du rock et d'un certain nombre de choses qui avaient rapport avec cette sensibilité, là je pense que tous les gamins, entre guillemets, entre 12, 13 et 25, 30 ans aujourd'hui, ont en commun la connaissance d'un certain nombre de séries et d'une sensibilité autour d'un mode de vie qui a à voir avec une vision presque rêvée du Japon, parce que je ne suis pas sûr que le Japon aujourd'hui par rapport au manga n'ait pas l'idée que certains s'en font. Ça a évidemment beaucoup bougé. Mais on est dans ce même rapport presque un peu mythique, mythologique, qu'on a pu avoir dans les années 60 avec le rock anglais ou le rock américain, qui était devenu le sésame de toute une génération. Je pense que c'est la même chose pour les jeunes, en gros, des sociétés occidentales aujourd'hui. Ils ont en commun Naruto et Bleach. Jeunes à l'époque et du coup moins jeunes après, mais qui s'intéressent toujours. Voilà, et ça reste. Et là, ce qui va être intéressant dessus, c'est comment est-ce que cette imprégnation et cet effet extrêmement fort, parce qu'il y a aussi le fait que non seulement j'aime ça, je suis jeune et j'aime les mangas, mais en plus mes parents détestent ça. Oui. C'est encore meilleur. De la même façon, rock à l'époque, il y a de ça. Et il y a cet effet culture entre nous. Et je pense que c'est très. Ça me semble évident. Ça. Et on va voir comment ça va effectivement évoluer dans quelques décennies. Merci beaucoup, Jean-Pierre. De rien.